Bonjour, je m'appelle Christophe Lançon, je suis professeur de psychiatrie et d'addictologie à Marseille. Je vais vous parler aujourd'hui de comment on peut lire un article scientifique et à quoi ça peut servir un article scientifique dans les bonnes pratiques en santé mentale. Pourquoi lire un article scientifique? Voilà une question très importante. Alors, il y a plusieurs raisons, et là je ne vais pas m'adresser à des spécialistes de la science, ni des gens qui ont l'habitude, je vais m'adresser soit à des gens qui sont des novices, soit comme on l'appelle, le grand public. La première raison pour lire des articles scientifiques, c'est très souvent, on voit dans la littérature ou dans les revues grand public des commentaires sur des articles scientifiques. Par exemple, dans la presse et dans les quotidiens, habituellement, on va lire des commentaires d'articles scientifiques, comme celui, par exemple, sur « Il est dit que la dysphorie de genre serait liée à des troubles psychologiques ». Si on se réfère à cet article, on peut en faire des commentaires, on peut en faire des raccourcis, alors que si on retourne vers l'article d'origine et qu'on lit attentivement cet article, vous pouvez voir que sur le résumé, ce qui est mis en évidence, c'est les liens forts entre les troubles psychiatriques, les troubles psychologiques et la dysphorie de genre. Mais on ne sait pas dans cet article qui est la cause de l'un ou l'autre. Donc c'est important de pouvoir retourner à l'article scientifique de source quand on est confronté à des données dans les articles de vulgarisation. C'est la première raison. La deuxième raison, si on travaille en santé mentale, la question de la santé mentale, c'est la question des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, je les rappelle, c'est un certain nombre d'éléments. Le premier, c'est de reposer sur les avis et les besoins des patients. Donc, il faut que les patients soient informés et éclairés sur ce que sont les données de la science, les bonnes pratiques. Deuxièmement, ça repose sur la littérature, et là encore, il faut savoir lire les revues scientifiques. Troisièmement, la formation des professionnels. Quatrièmement, l'organisation du système de soins et un certain nombre d'autres choses. Donc il est très important, quand on est en santé mentale, d'avoir une idée de ce que c'est la littérature et comment on la lit et comment tout à chacun peut se l'approprier. Enfin, dernière chose, pour les praticiens, les gens qui font de la santé mentale, s'appuyer sur des données de la littérature, ça permet de se tenir au courant de ce que sont les avancées. Quand on se pose des questions, d'avoir des réponses aux questions qu'on se pose, parce que souvent, d'autres personnes ont déjà eu les mêmes questions que vous et la réponse, elle est sûrement dans la littérature, comment on fait pour trouver ces réponses. Et enfin, dernière chose, des fois, on voit des choses dans notre métier que d'autres n'ont pas vues et c'est très important de pouvoir les communiquer aux autres. Elle a un objectif, la revue scientifique, c'est le partage des connaissances, c'est très important, des connaissances d'abord entre professionnels de la science. Un article scientifique, il a comme vertu d'être présenté, critiqué, discuté par des collègues et ce qu'on appelle des pairs. Ça, c'est la démarche scientifique. Et puis ensuite, c'est une revue qui va diffuser le savoir, d'abord à des professionnels et ensuite au plus grand nombre. Ces revues scientifiques, elles ont un certain nombre de méthodologies très strictes qui garantissent la qualité, si vous voulez, des publications. Et quand on veut faire de la recherche ou des choses scientifiques, il faut toujours se référer aux textes qui sont publiés dans les revues scientifiques. Comme vous le verrez ensuite, il existe plusieurs types de revues scientifiques et plusieurs types d'articles scientifiques. Alors, une des grandes difficultés quand on commence à lire et qu'on veut lire des revues scientifiques, c'est à quelle revue puis-je m'adresser ou me référer? C'est un énorme problème puisqu'il faut savoir que, par exemple, des revues qui traitent de ce qu'on appelle la psychiatrie, qui ne résument pas la santé mentale, il y a à peu près plus de 150 revues actuellement disponibles. Donc, au milieu de cette profusion de revues, quelles sont celles qui sont les plus importantes ou comment je peux me repérer au milieu de ça. Bon. On a établi une méthode de classement qui s'appelle l'impact factor, peu importe comment on fait, enfin, en tout cas on refera des vidéos là-dessus, qui permettent d'une certaine façon de classer les revues. Ce classement, il permet, pour faire simple, d'avoir une idée de l'importance, de la qualité de ces revues et de la diffusion. Bon. Au niveau international, vous avez une dizaine de grandes revues qui sont présentées ici. Vous voyez par exemple que World Psychiatry, qui a un impact factor de plus de 50, est la principale revue et à mon sens celle qu'il faut absolument lire régulièrement. Et en plus, elle a un avantage, c'est qu'elle est en accès libre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de payer et n'importe qui peut s'abonner sur leur site. Donc toute personne peut avoir accès à ces données-là, qu'elle soit chercheur ou pas chercheur. Ça, ce sont les grandes revues internationales, il y en a un certain nombre, une dizaine. Bon, moi je vous invite à en lire 2 ou 3, World Psychiatry, British ou American Journal Psychiatry et un certain nombre d'autres, mais pas plus. Pour les questions des Français, ça pose un problème puisque nous on parle très peu anglais et toutes les revues elles sont malheureusement en anglais. Alors, vous voyez là qu'on a aussi quelques revues en français, que je vous présente la liste ici. Ces revues, elles sont
avec un impact moins fort, ça veut dire qu'elles ont moins d'influence et en théorie, elles sont moins rigoureuses que les autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les lire, c'est un bon moyen d'accéder aux revues scientifiques, mais en tout cas, leur importance, leur valeur scientifique est moins grande que les autres. Alors, pour bien comprendre ce que publient les revues scientifiques, on a souvent en tête que les revues scientifiques, c'est que des essais sur des études en double aveugle, de médicaments ou de choses absolument complexes. Alors que si on regarde les sommaires des principales revues scientifiques, comme par exemple la dernière revue World Psychiatry ou le British Journal of Psychiatry, eh bien, on voit qu'on publie des choses très différentes. Je donne un exemple. Dans le British Journal of Psychiatry, vous pouvez voir, par exemple, qu'on va publier un article sur la question de l'image et de la poésie dans les soins et les problèmes conceptuels que ça pose. Donc, vous voyez que dans la science, il y a aussi une ouverture qui ne se limite pas aux articles et aux recherches pures et dures. Quelques mots sur l'histoire des revues scientifiques. Les revues scientifiques, ce n'est pas une nouveauté. Il faut bien comprendre que c'est une très vieille histoire. Ça a commencé à peu près dans les années 1660. Les premières revues scientifiques ont été publiées par des sociétés savantes en France et en Angleterre. En France, par exemple, c'est Colbert, qui était un des ministres de Louis XIV, pour vous donner un ordre d'idée, qui a aidé, favorisé la première revue scientifique. Les revues scientifiques, au départ, c'était surtout des revues de philosophie et d'échanges sur les questions de progrès, par exemple. Bien. Et donc, pendant toute une période, ces revues ont été des revues d'hyper-initiés, de gens qui étaient vraiment des spécialistes. Peu à peu, ces revues scientifiques, la science a évolué, et puis sont apparues, comment dirais-je, une certaine professionnalisation des sciences, c'est au tournant du début des années 1800, dans lesquelles les sociétés savantes se sont dotées d'experts, et les revues scientifiques ont peu à peu impliqué dans leur processus le reviewing, les rôles d'experts pour faire des commentaires et améliorer la qualité. Puis ensuite, une troisième période est arrivée, la période plus moderne, où ce sont non seulement les sociétés savantes, mais les universités qui sont mis à publier. Et enfin, dernière période, c'est devenu la période commerciale ou industrielle des revues scientifiques dans les années 50-60, où en gros, c'était publier ou mourir, c'est-à-dire que c'est la course à la publication. Donc il faut être bien conscient de ça. La course à la page factor, qui est un critère de financement et de notoriété pour les chercheurs, et cette course, elle a conduit à la multiplication des publications. Et en multipliant les publications, eh bien, on multiplie aussi des données scientifiques de mauvaise qualité et parfois on a aussi des données scientifiques critiquables, comme on l'a vu par exemple là au cours du VIH ou dans le cancer. Voilà. Donc aujourd'hui, un des problèmes, c'est comment on se retrouve au milieu de cette jungle des publications scientifiques. Je le répète, moi je vous invite à lire les publications scientifiques référencées, celles qui ont le meilleur impact factor, les 3-4 meilleures publications en anglais, et encore si vous lisez World Psychiatry, c'est largement suffisant, vous aurez déjà un background très important. Alors comme vous pouvez le voir dans les sommaires des revues que je vous ai présentées auparavant, il y a différents types d'articles publiés dans les revues scientifiques. Bien évidemment, le type d'article principal ou le plus célèbre, c'est ce qu'on appelle l'article de recherche originale, qui est aussi appelé research article, enfin en anglais il y a plusieurs mots pour le décrire, c'est l'article qui est par exemple l'essai des médicaments, les études scientifiques reposant sur des protocoles soit qualitatifs soit quantitatifs, c'est ce qu'on appelle l'article de recherche. Mais comme vous l'avez vu, comme vous pouvez le lire dans les sommaires, il y a autour de ces articles scientifiques de nombreux autres sujets qui sont abordés, comme par exemple les revues de la littérature. Les revues de la littérature, moi je pense que c'est quelque chose de très important quand vous n'êtes pas un spécialiste pur et dur de la recherche. Ça va vous aider pour comprendre un sujet. Alors les revues de la littérature, il y a plusieurs façons de faire des revues de la littérature. Il y a la première façon, la plus habituelle historiquement, c'est ce qu'on appelle la revue de la littérature narrative. C'est une personne qui fait des choix personnels, entre guillemets, et qui va sélectionner dans la littérature des articles. Un grand problème de ce type de revue de la littérature, c'est qu'elle est largement contaminée par les présupposés de la personne qui va lire et qui va faire cette revue. Et c'est un élément très important. En recherche, vous devez toujours expliquer quelles sont vos croyances personnelles. Il y a des gens, par exemple, qui croient que les maladies mentales sont des maladies neurodéveloppementales. D'autres qui croient qu'ils sont liés uniquement à des facteurs psychologiques. D'autres qui croient que les maladies mentales ou les troubles psychiques sont liés à des facteurs sociaux. Ce sont des croyances, tout ça. Et en science, il est bon d'énoncer les croyances que vous avez quand vous avez fait un article, je vous le montrerai tout à l'heure, parce que c'est un élément très important dans la discussion.
vous défendez, à travers votre article scientifique, un certain nombre de croyances personnelles qui ne sont pas la vérité. Ça, c'est très important. Bon, donc vous avez les premiers types de revues, ce qui est la revue narrative, et puis ensuite il y a deux types de revues qui ont comme vertu, si vous voulez, de limiter les phénomènes de croyance, avec des méthodologies plus rigoureuses. C'est d'abord les études, les revues de la littérature de type méta-analyse, qui reposent sur différentes méthodes comme celle Prisma, on fera un sujet là-dessus, qui garantit que finalement, au milieu de l'ensemble des revues, l'ensemble des articles scientifiques dans la littérature, on a fait une revue exhaustive, on a extrait des revues sur des critères qui sont reproductibles, qui sont scientifiquement admis par tout le monde, et que donc, la conclusion de cette revue, c'est on en a extrait ce qu'on pouvait en dire de plus valide scientifiquement. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, j'expliquerai ensuite tout à l'heure. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle la méta-analyse, qui est vraiment le sommet actuellement dans la littérature. La méta-analyse, c'est on prend des essais qui sont très très puissants scientifiquement, on en fait la somme et on essaie d'en trouver, si vous voulez, les principales conclusions. Alors je vais vous donner rapidement deux exemples de revues pour que vous voyez ce que c'est, et dans une revue scientifique. Donc si par exemple on prend la méta-analyse, vous avez un exemple là que je vous présente sur la question de la mortalité chez les personnes qui souffrent de schizophrénie, qui est une question très importante, qui est publiée dans une très bonne revue. Et dans cette méta-analyse qui a été faite récemment, enfin dans les années 2020, on a pris toutes les études qui ont regroupé la mortalité des patients souffrant de schizophrénie et on a pu, à partir de là, tirer un certain nombre de conclusions et de facteurs de risque. Donc premièrement, on a pu dire que les patients qui souffrent de schizophrénie ont un plus grand risque de mortalité, que cette mortalité est liée de façon importante, et ça c'est des preuves qui sont solides, ça ne veut pas dire la vérité, mais des preuves solides sur les accidents, les troubles cardiovasculaires, les cancers. Voilà, ça sert à ça les méta-analyses. Et quand on lit la méta-analyse, eh bien on a des données plus solides que ce qu'on peut raconter entre nous dans les histoires de comptoir. Voilà, ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple dans les revues scientifiques dont je voulais vous parler, c'est que par exemple si vous prenez un autre article qui vous est présenté ici sur la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. C'est une revue systématique sur l'ensemble de la question de la pédopsychiatrie, d'une certaine façon, avec les questions que ça pose sur quelles sont les questions actuelles de la pédopsychiatrie. Si vous lisez l'article, là par exemple, on peut tourner les pages ensemble, il y a toutes les questions de comment on fait un diagnostic, les difficultés de diagnostic, comment on traite les questions de stigmatisation, comment on traite les questions d'accessibilité aux soins, comment on finance, comment on gère le problème qui est de moins en moins de professionnels, vous voyez, l'organisation des soins. Puis ensuite, dans cette revue de la littérature, vous avez tous les traitements qui sont évoqués, les traitements pharmacologiques, les traitements psychologiques, avec les degrés de preuve, ça veut dire ce qui est plus recommandé ou moins recommandé. Et puis enfin, dans cet article, il y a une mise en perspective très importante sur comment on peut utiliser les moyens modernes, par exemple, pour améliorer l'accessibilité aux soins. Donc vous voyez qu'à travers d'un article, qui est un article un peu de commentaire ou général, eh bien, on a en l'espace de 10-15 pages une revue générale des questions actuelles sur la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. À mon avis, c'est très important, même si vous n'êtes pas spécialiste, vous pouvez avoir accès à ça pour comprendre ce que c'est la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent actuellement. Dans les débats scientifiques, il y a toujours la question de la preuve. On voit d'ailleurs des disputes infernales. Moi, j'ai lu tel article, machin dit tel truc. Je détiens la vérité. C'est pas du tout comme ça que le débat scientifique se construit. Et de toute façon, la question des preuves en science, c'est pas celle de la vérité, c'est celle de les données, leur robustesse et la limitation des facteurs de confusion, les biais, en gros, ce que ça veut dire. Le premier biais, c'est le biais de croyance. Je pense que, et donc je vais lire les articles qui vont me donner raison. C'est des biais, voilà. Puis il y a des tas d'autres biais, en fait, les biais de méthode, enfin bref. Bon. Et donc on a établi une genre de hiérarchie qui est présenté ici, sur la question de le niveau de preuve, ça ne veut pas dire le niveau de vérité, c'est le niveau de certitude, de qualité scientifique des articles, dans laquelle vous verrez qu'au sommet de certitude, vous avez actuellement l'essai en double aveugle et la méta-analyse. Bon, ce sont des classifications, mais c'est pour donner un poids de certitude. D'ailleurs, dans les recommandations, comme celle de l'HAS, il y a des recommandations du poids des preuves dans la littérature, et je vous invite à les consulter parce que ça permet de pondérer ce qu'on raconte sur la science et les données de la science. Il faut quand même bien savoir, et ça c'est un élément très important, il y a un grand débat sur ce que c'est une preuve scientifique. Alors, je le répète, la preuve scientifique c'est pour juger les
enfin, critiquer les préjugés et rester méthodologiquement sérieux. C'est un débat très important qui existe depuis très longtemps. Et en général, quand même, les études scientifiques, c'est pas moi qui le dis, il y a des auteurs très célèbres qui l'ont dit, hein, je vous invite à les lire, comme Albert Einstein, c'est que le plus souvent, eh bien, en science, on ne va pas avoir une réponse absolue, on aura souvent des réponses qui sont non, qui sont des éléments très importants, c'est-à-dire non, ça, c'est pas prouvé scientifiquement. Alors, en quelques minutes, je vais essayer de vous donner les principaux éléments qui vont vous permettre de lire un article scientifique, ça veut dire surtout d'essayer de vous débrouiller au milieu de tout ça et de comprendre quelles sont les informations importantes pour trier les articles et aller direct à ceux qui sont, à mon avis, importants. Alors, je vous donne un exemple d'un article qu'on a publié, nous. Ça fait du bien de se faire de la publicité de temps en temps. Alors, vous voyez que dans un article, vous allez lire la première page, qui est l'élément le plus important. Un article scientifique, ça a toujours le même plan. Introduction, matériel et méthode, résultats, discussion, bibliographie, puis un certain nombre d'autres choses. Il faut d'abord lire la première page, elle est très importante, elle va vous donner des informations. Sur la première page, la première chose que vous allez lire, c'est la revue. La revue, elle est en général en haut, là vous voyez, c'est JAMA Psychiatrie. JAMA Psychiatrie, c'est une revue qui a un fort impact factor, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce qui veut dire que c'est publié dans une revue qui a des critères de sélection et de diffusion qui sont importants. Donc, on peut penser que cette revue, c'est une revue dans laquelle les articles qui sont publiés sont plutôt des articles de bonne qualité. Ce qui n'est pas toujours vrai, mais c'est quand même un premier élément. Le deuxième élément qu'il faut lire, c'est le titre. Le titre, ça va vous donner une idée du sujet dont les auteurs vont vouloir parler. Alors il faut faire attention parce que des fois le titre ne dit pas ce que... Mais enfin en tout cas, quand vous faites une recherche, lire le titre, ça vous aide, savoir est-ce que ça correspond à ce que je veux ou pas. On verra après les détails qui sont repris dans le résumé. Troisième élément, c'est la question des auteurs. C'est très important la question des auteurs. Il y a des règles dans la question des auteurs. Il faut toujours lire quel est le premier auteur et quel est le dernier. Ça vous va donner plusieurs types d'informations. Le dernier auteur, c'est en gros le chef d'équipe, ou en tout cas celui qui est le chef du travail général de l'équipe de recherche dans laquelle ça a été conduit. Alors, il faut avoir en tête deux types d'informations sur le dernier auteur. C'est où il travaille, qui est-il ? C'est-à-dire, il y a des instituts plus prestigieux que d'autres, il y a des équipes plus prestigieuses que d'autres. C'est pas très grave, mais ça aide quand même à savoir si vous venez d'Oxford, c'est pas tout à fait la même chose que si vous venez de, bon, je dirais pas, mais en tout cas d'endroits moins célèbres et moins sérieux, c'est quand même important. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le score H. Alors, il y a des classifications ou des moyens d'évaluer la production scientifique des gens. C'est très sujet à débat, ça pose des questions, c'est pas la vérité. Mais on a créé des scores pour donner une certaine fiabilité des travaux. C'est-à-dire, est-ce que cette personne a beaucoup travaillé sur ce sujet, par exemple. Et il y a un élément parmi d'autres qui est le score H. Bon. Donc quand vous prenez le dernier auteur, le premier ou le dernier, eh bien vous allez sur Google Scholar et vous allez taper le nom et vous allez voir apparaître le score H. Là, par exemple, ici, dans cette publication, vous voyez que le docteur Font, par exemple, lui, il a un score H qui est élevé. Un score H élevé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un score qui est entre plus de 30, 40, en gros, c'est pas très grave, mais c'est un score élevé. Ce qui veut dire que finalement, cet auteur, il a beaucoup publié sur des sujets qui sont des sujets valorisés dans les revues scientifiques. On peut penser, bonne revue, bien classé, auteur ayant publié beaucoup de sujets, dans une équipe qui est plutôt de bon rang ou pas de bon rang, ça vous donne déjà une certaine crédibilité sur les travaux que vous allez consulter. Et donc, c'est quand même un article que vous allez prendre en priorité sur la pile des articles que vous allez voir sélectionnés. Troisième élément à lire, c'est le résumé. C'est très important, le résumé, ça va vous donner des informations importantes sur les hypothèses et le contexte dans lequel l'auteur se situe. C'est un élément très important. Dans l'introduction ou dans les hypothèses, on a d'abord situé l'article dans le contexte. Ça veut dire quoi ? Moi, par exemple, je pense que les troubles schizophréniques sont des troubles neurodéveloppementaux. Je pense que le trouble d'attention avec hyperactivité est un trouble neurodéveloppemental. Ce sont des croyances, mais il faut l'énoncer. Parce que c'est ces croyances-là qui vont être aussi le support de vos hypothèses. Dans l'introduction, les auteurs vont faire des hypothèses sur quoi ils veulent mener leurs recherches, et ces hypothèses sont construites à partir d'une revue de littérature. Donc déjà, l'introduction, que vous allez voir dans le résumé et ou que vous pouvez lire dans l'article, ça vous donne beaucoup d'éléments pour les connaissances que vous avez vous, et ou sur les recherches et la qualité du travail. Deuxième élément qu'on lit dans le résumé, c'est le matériel et méthode, c'est-à-dire quels sont les sujets qu'on a inclus.
Ça vous donne des éléments importants. Par exemple, si c'est une étude faite sur une population très restreinte, eh bien, vous n'allez pas pouvoir en faire des généralités. Je m'explique. Si vous faites des essais que c'est des sujets blancs, riches, habitant aux États-Unis, ben, la valeur de votre essai il ne pourra pas être exportable à des sujets habitant dans d'autres régions, d'autres pays ou d'autres facteurs sociodémographiques. Ça veut dire que c'est vrai, ou en tout cas c'est applicable que pour la population dans laquelle on a étudié. Enfin, il y a les résultats. Les résultats, c'est des chiffres. Bon. Il y a des méthodes pour lire les résultats, je ne vais pas les développer ici. Puis ensuite, il y a la discussion. Et c'est un élément très important, la discussion, parce que c'est l'interprétation des chiffres. Et dans la recherche, il y a toujours une part d'interprétation. C'est très important à comprendre ça. Et l'auteur, il va interpréter, il va donner un sens aux chiffres qu'il a trouvés. Et dans cette discussion, il y a une méthode de discussion, il faut la lire très attentivement. Il doit donner les éléments qui sont en faveur de son hypothèse de départ, de ses croyances, et des éléments qui sont en défaveur ou qui sont contre. Et c'est cette discussion-là, l'articulation entre ça va plutôt dans ce sens-là, ça va plutôt contre ce sens-là, qui est la démarche scientifique. Voilà ce que c'est, en gros, assez rapidement, comme on peut lire un article scientifique.